Voltaire, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, hein, c'est la fréquentation des puissants, d'avoir de la fortune, et qu'il a d'ailleurs des actions dans des compagnies de trafic d'esclaves. Voltaire couchait avec la fille de sa sœur, pas une fois en passant comme ça, pendant 30 ans à peu près, je crois. Hein. Il a couché avec la fille de sa sœur, c'est son sang, hein. Ça s'appelle une relation incestueuse, ou alors je ne m'y connais pas. Et que dit Voltaire? Il dit, le grand ancêtre des droits de l'homme, hein, au peuple sot et barbare, il faut un joug, un aiguillon et du foin. Tous les gens qui reprennent Voltaire sans aller chercher ce qu'il y a derrière, ce sont vraiment des imposteurs. Donc lui, c'est l'imposture. Amis croisés, bonjour, et amis non croisés, parce que je m'adresse aux croisés par conviction et aux non croisés. Je leur rappelle simplement que sans les croisades, il n'y aurait plus d'Europe et il n'y aurait plus de France depuis très longtemps. Donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais presque. Nous allons parler, et j'ai le grand plaisir et l'honneur de parler avec Marion Sigaud, donc je vais commencer, puisque vous me laissez la parole et vous prendrez après, et nous allons parler de Voltaire, pour essayer de détruire le mythe Voltaire, puisqu'on a créé un véritable mythe Voltaire. Auparavant, je voudrais juste présenter le dernier livre paru aux éditions du Verbe Haut, qui s'appelle mon dernier livre sur la crise sacrificielle du monde moderne. C'est un hommage à René Girard, comme personne ne l'ignore, puisque nos médias font leur travail. René Girard est l'un des plus grands penseurs français de la deuxième moitié du XXe siècle. Et évidemment, il n'a pas l'honneur des médias parce qu'il s'est converti au catholicisme alors qu'il venait de l'anthropologie. J'ai réuni dans ce livre les textes que j'avais écrits depuis 30 ans sur René Girard et surtout sur le problème du sacrificiel, puisque pour les non-chrétiens, je rappelle aussi que le sacrifice du Fils de Dieu a mis fin au sacrifice humain qui était pratiqué dans toute l'Antiquité païenne, y compris en Europe. Ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Voltaire, que j'ai traité dans ce livre, je pense qu'on le voit aussi, Le siècle des ténèbres. D'abord, j'ai appelé le siècle des ténèbres parce que le langage est inversé aujourd'hui en politique. Vous voyez qu'on parle de démocratie alors que nous vivons sous une dictature. Et les ténèbres, pour un chrétien tout au moins, le siècle dit des Lumières est un siècle des ténèbres parce que la vraie lumière, elle vient de Dieu, alors que les philosophes dits des Lumières puisent leur lumière beaucoup plus profondément, c'est-à-dire au centre de la Terre. Ce qui est dans la formule maçonnique qui s'appelle vitriol, un V-I-T-I, etc., avec des points et des trois petits points, etc. Ce qui veut dire visite le centre de la Terre et tu y trouveras la lumière. Et au centre de la Terre, il y a Lucifer. Ne croyez pas que ce soit pas d'actualité, on l'a vu descendre la tête en bas lors des cérémonies des Jeux dits olympiques qui sont des Jeux maçonniques. Je dis ça parce que les ténèbres, en fait, ce sont des ténèbres maçonniques. Le 18e, il commence pas en 1715 avec la mort de Louis XIV, il commence en 1717, pour moi en tout cas, avec la fondation de la franc-maçonnerie dite spéculative. J'ai dans ce livre une bonne partie du livre, presque un tiers, sur la création de la franc-maçonnerie, mettre fin au mythe d'un héritage templier, tout ce baratin, et une analyse des constitutions dites d'Anderson, et qui sont surtout d'un personnage sinistre qui est Désaguliers, et qui est, alors, Rose-Croix ou Rosicrucien. Vous savez que les Rose-Croix, c'est comme les francs-maçons, ils disent « Ah, mais moi, je ne suis pas, parce que je ne suis pas de telle obédience, etc. » Donc, vous avez des querelles, mais il y a des sectes Rose-Croix, et c'est l'ésotérisme des Rose-Croix qui a participé à la fondation de la maçonnerie, et les Rose-Croix ont un but très simple, ils ont la lumière de Lucifer, c'est d'actualité, hein. Et ils cherchent à détruire l'Église. C'est leur but prioritaire. Et la maçonnerie est une main cachée, n'est-ce pas, de la secte des Rose-Croix. C'est d'actualité, puisque deux de nos présidents de la Ve République sont, je ne dis pas Rose-Croix, mais Rosicruciens. Un, je peux le citer, c'est François Mitterrand, et l'autre, je ne le citerai pas, c'est trop actuel. Donc Voltaire, en fait, c'est tout à fait d'actualité. Donc dans ce livre, je décris l'histoire maçonnique, c'est-à-dire les fausses querelles aussi, ce qui va concerner Voltaire, entre maçons dits jacobites qui soutenaient les Stuarts et les maçons dits hanovriens qui soutenaient les rois, les nouveaux rois d'Angleterre, illégitimes d'ailleurs, puisque le roi d'Angleterre catholique a été éliminé pour cause de catholicisme, hein, c'est pas un problème juridique, c'est un problème religieux. Et la franc-maçonnerie va gangréner l'Europe entière, dont la France,
Et Voltaire va s'avérer un instrument de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire lui-même. Alors je parlerai tout à l'heure de son initiation, parce qu'on n'a pas la date exacte, mais lui-même va servir à la franc-maçonnerie. Pour de multiples raisons. Les premières sont, ça c'est vous, Marion Sigaud, qui le décrirez, mais c'est un personnage, dis quelques mots même, très intéressé. Il ne faut pas oublier que Voltaire, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, hein, c'est la fréquentation des puissants, d'avoir de la fortune, et qu'il a d'ailleurs des actions dans des compagnies de trafic d'esclaves. Et c'est un ancêtre des droits de l'homme, donc je laisse aux personnes le soin de faire des conclusions. Donc le grand Voltaire, je vais commencer par quelques citations, et puis essayer de les commenter. D'abord, je vais faire une citation de Paul Hazard, qui avait écrit la crise de la conscience française. C'est comment, en fait, la France est passée d'une nation catholique à une nation révolutionnaire, et malheureusement anticatholique, hein, parce que la révolution, c'est l'apostasie de la France. Ça aussi, c'est d'actualité, parce que nous en subissons les conséquences. Hein. S'il y a une invasion musulmane, c'est parce que la France a apostasié. Hein. C'est parce que le peuple n'est plus catholique. Et Paul Hazard écrivait « La majorité des Français pensaient comme Bossuet. Tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire. » Et il ajoute « C'est une révolution. » Donc Voltaire, lui, a préparé la révolution. Révolution qui est pour moi une trait d'union, volution, c'est-à-dire un retour, comment on peut dire, une table rase du christianisme et un retour au primitif, c'est-à-dire au retour à ce qu'on appelle les cultes du cosmos, qui là aussi sont d'actualité, puisque la politique mondiale d'aujourd'hui, c'est le cosmopolitisme. Avec cette référence au sacrificiel de Gérard, c'est que dans les cultes du cosmos, on sacrifie les êtres humains. Il y a une illustration quand même, il y a eu 200 millions de morts, dont une grande partie par la main des communistes au XXe siècle. Je le rappelle aux idéalistes. Qu'est-ce que disait Bossuet ? Bossuet disait « Dieu n'a donné sa puissance au roi que pour procurer le bien public et pour être le support du peuple. » Voilà. Je ne dis pas que les rois ont été parfaits, mais ni d'ailleurs, ce n'est pas le problème de la monarchie, on pourrait être en république, la res publica, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un principe de politique. Et que dit Voltaire ? Il dit, le grand ancêtre des droits de l'homme, hein, au peuple sot et barbare, il faut un joug, un aiguillon et du foin. Voilà le grand homme, n'est-ce pas, ce qu'il pense du peuple. Voilà quelle est l'imposture de ce Voltaire. Je vais donner 2 autres citations. Alors moi, évidemment, je suis très sensible à l'anticatholicisme primaire de Voltaire, c'est-à-dire que malheureusement les catholiques ne sont pas parfaits, hein. Même si on vit dans les milieux catholiques, on s'en rend compte, mais il y a un principe qui est le principe de savoir s'il y a un fils de Dieu ou pas, et ça va impliquer des choix métaphysiques. Donc je voudrais commencer par 1 ou 2 citations de Voltaire, parce que soit, ce que pensent les chrétiens, c'est que soit on suit comme modèle le Christ, et comme le disait Girard d'ailleurs, et si on ne suit pas le Christ, on sert le diable. On peut servir le diable. Alors, aux gens qui croient qu'il n'y a pas de diable, je dis qu'il y a des adeptes du diable, ça c'est certain, dont les francs-maçons et les fameux Rose-Croix, et que par conséquent, si eux sont adeptes du diable, c'est qu'eux, ils croient en Dieu, même s'ils ne le disent pas, voilà, même s'ils luttent contre Dieu. Et évidemment, si on est chrétien, on croit que le Christ est le Dieu incarné, n'est-ce pas ? C'est le Fils, c'est la 2e personne incarnée. Ce qui change tout, alors j'ai écrit des livres sur l'intelligence du christianisme, puisque moi, ma conversion, elle est aussi due à l'étude de la philosophie, c'est-à-dire comment le Christ donne la clé de la théologie, mais aussi de la philosophie. Et l'incarnation change tout. La première chose qu'offre l'incarnation, c'est très important, c'est la liberté humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu est descendu dans un corps, nous ne sommes plus uniquement être naturel, nous sommes un être naturel, mais nous avons une âme à l'image de Dieu. Donc c'est dans la nature, nous ne sommes pas libres, hein, contrairement à ce que peut dire Rousseau aussi. Dans l'état de nature, nous sommes dans la contingence en philosophie, alors que par notre âme, nous pouvons avoir une liberté et évidemment aussi une faculté rationnelle. Ça, c'est un autre sujet. Mais Voltaire est un adepte du diable. Alors, ça n'est pas une invention. Alors, je vais faire beaucoup de citations hein, dans cette... Il écrit à un autre philosophe des Lumières, qui est Boyer d'Argens, drôle de personnage, mais ça, je ne vais pas en parler. Il lui écrit, alors ça, c'est des textes, hein, frère en Belzébuth. Donc, si vous voulez, si on écrit à quelqu'un frère en Belzébuth, déjà, c'est qu'on y croit. Souvenez-vous de la parole sacrée, c'est important le mot sacré, que nous nous sommes donnés dans le caveau de Lucifer. Donc, si vous voulez, ce n'est pas de l'invention de l'anti-Voltaire primaire, c'est que Voltaire est un anti-catholique primaire, mais qu'il est aussi un adepte de Lucifer. C'est extrêmement clair dans ce propos. Et une autre formule qu'il emploie,
et qu'il écrit à d'Alembert, qui a été l'idiot utile de Diderot à l'encyclopédie, et je pense que vous le décrirez après, qui a été un des censeurs de l'Académie, c'est-à-dire c'est le bras armé de Voltaire, quand Voltaire n'est plus là, pour empêcher les chrétiens notamment d'entrer à l'Académie française, et il écrit à d'Alembert « Mépriser le genre humain ». Donc l'ancêtre des droits de l'homme écrit « Mépriser le genre humain ». Ce sont des citations, hein, il est évident que j'invente pas. Il y a d'ailleurs, je veux aussi rendre hommage ici à un auteur qui a écrit sur Voltaire, le Voltaire méconnu de Xavier Martin, qui est un professeur. Et j'ai beaucoup de citations d'ailleurs que j'ai repris aussi dans Xavier Martin, donc qui a écrit un excellent livre sur Voltaire. Je vais commencer par critiquer Voltaire sur un plan philosophique, par une des phrases les plus, je vais dire les plus bêtes, hein, parce qu'on dit que Voltaire est intelligent. Il l'a, évidemment, mais intelligere, en latin, ça veut dire lire à l'intérieur. Et si on nie Dieu, on ne peut pas lire à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas lire même à l'intérieur de la nature, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi la nature a été créée et pourquoi l'homme a été créé. S'il y a un Dieu créateur et s'il y a évidemment une incarnation, on sait pourquoi on existe. Donc l'existence a un sens, alors qu'autrement, elle n'a pas de sens. Et c'est prouvé par une chose très simple, c'est que nous vivons aujourd'hui l'absurde. C'est-à-dire que l'aboutissement de la philosophie moderne, je suis un anti-moderne évidemment, au nom de la raison, je suis un anti-Descartes au nom de la raison, etc., parce que tout le vocabulaire est à l'envers, moi je le remets à l'endroit. Et si vous voulez, on n'a plus de sens. Et Voltaire fait partie de cette chute mentale. J'appelle ça une chute mentale à partir du XVIIIe siècle, non pas des Lumières, mais des ténèbres. Les ténèbres sont redescendues sur Terre, qui, avant que Dieu crée la lumière, était dans les ténèbres. Dès la première phase de la Genèse, que j'ai analysé dans mon livre sur l'intelligence du christianisme, on sait déjà qu'il y a un Dieu créateur, d'où vient la lumière, etc. Phrase de Voltaire, c'est lié. Philosophie paresseuse vaut mieux que théologie turbulente et chimère métaphysique. Alors déjà, philosophie paresseuse, non. Une philosophie ne doit pas être paresseuse, c'est une recherche philosophique. Si on est un philosophe paresseux, c'est qu'on est nul, c'est qu'on recopie juste des choses qui n'ont pas de valeur. Et puis toute cette, comment on peut dire, cette idéologie sous-jacente, théologie turbulente. En quoi la théologie est-elle turbulente? Bon, elle perturbe évidemment les adeptes du diable, puisqu'elle a une intelligence supérieure qu'elle exprime. Et chimère métaphysique. Est-ce que la métaphysique est une chimère? Non. Pourquoi? Et Voltaire, donc, dit qu'il ne faut pas faire de métaphysique, on met à la poubelle la métaphysique, on met à la poubelle la théologie, très bien. Mais si on ne fait pas de métaphysique, c'est-à-dire il refuse Dieu, parce que pour lui, son Dieu, c'est une sorte d'horloger, mais le Dieu n'a pas ce qu'on appelle une personne transcendante, hein, c'est pas le vrai Dieu. Pascal, le grand Blaise, avait déjà dit que le Dieu des philosophes n'était pas Dieu, évidemment. Donc, si vous voulez, ça n'est pas une chimère, la métaphysique. Si on ne fait pas de métaphysique, on fait de la métaphysique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enferme, comme les philosophes cartésiens et les philosophes des Lumières, le monde dans la nature, donc il y a, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un être un, il y a un monisme métaphysique, et si on refuse la personne, donc le dualisme métaphysique de la Bible, exprimé évidemment par le christianisme, qui est de dire qu'il y a un Dieu créateur dont l'être créateur n'est pas l'être de la nature, sinon ça serait un panthéisme, et Dieu ne créerait pas la nature s'il était dans la nature. Voilà, il faut être logique, hein, il faut essayer de comprendre. À partir de ce moment-là, on fait de la métaphysique. Donc quand Voltaire, en fait, est un chimériste métaphysique, parce qu'il fait de la métaphysique en disant qu'il n'en fait pas. Donc c'est absurde. Je m'adresse d'ailleurs aux athées aussi. Hein. Les athées font de la métaphysique. Si on est athée, ça veut dire qu'on croit que l'être est un. Et l'être un, c'est très important, parce que dans l'être un, dans tout l'ésotérisme, tout vient d'un être un, donc tout doit revenir dans un être un, c'est l'éternel retour, et à ce moment-là, on détruit toutes les différences, c'est-à-dire que les êtres humains ne sont plus différenciés, ils doivent devenir égaux, et on les détruit, y compris par le genre, c'est-à-dire leur sexualité différente, telle qu'elle a été créée par Dieu, on détruit l'humanité créée par Dieu, pour la remettre dans un grand tout, dans lequel évidemment, l'homme n'aura plus de liberté, ni la femme, évidemment. Plus la joie, évidemment, de procréer. Donc voilà qui est Voltaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il induit en erreur de penser les générations suivantes, et malheureusement jusqu'à celle d'aujourd'hui. Et on croit qu'il va servir le peuple en faisant ça, en disant, voilà, l'oppression de la monarchie. Alors, sous la monarchie, les auteurs comme Voltaire pouvaient parler, même s'il y a eu quelques ennuis, mais c'est parce qu'il était vraiment tellement violent
comme on peut l'être parfois, qu'il a eu des ennuis. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il pense du peuple français? Il les appelle les Welsh. Il pense que ce sont des chiens, alors je cite les mots, des singes. Et il écrit, le peuple est entre l'homme et la bête, et la multitude sera toujours composée de bêtes brutes. Voilà. Et il dit, savoir jusqu'à quel degré le peuple, c'est-à-dire 9 parts du genre humain sur 10, doit être traité comme des singes. Voilà ce qu'il pense. Pour lui, les seuls qui ont le droit à l'égalité, à la future liberté, etc., ce sont les philosophes, parce que ce sont des initiés, comme seront les francs-maçons qui feront la déclaration des droits de l'homme. C'est pas le citoyen qui a la légalité, la liberté, c'est l'initié. Et d'ailleurs, la déclaration des droits de l'homme, donc je demande évidemment, et je dis évidemment, l'abolition des droits de l'homme, ça fait partie des choses très conformistes que je peux promouvoir, c'est des droits de l'homme et du citoyen. Donc le citoyen, il n'est pas l'homme. On en a aujourd'hui la preuve. Je continue simplement pour Voltaire, mais c'est vraiment le maître d'erreur. Alors il est très œcuménique, avec l'islam d'ailleurs, et alors par contre pas du tout évidemment avec les catholiques, et il a des formules qui sont parfois d'une violence absolument incroyable. Alors d'abord son principe, soi-disant il défendrait la vérité, mais j'ai déjà dit tout à l'heure toujours le mensonge, et il écrit aussi, il faut mentir comme un diable, donc il emploie le mot, non pas timidement, mais non pas un temps, mais hardiment et toujours. Donc, si vous voulez, nous vivons dans le monde du mensonge parce que le principe de Voltaire a été appliqué et repris par la franc-maçonnerie qui dirige notre monde. Voltaire a quelques défauts. Il est anticatholique. Évidemment, ça c'est ce qu'il veut. Je n'ai pas ici la citation, je ne la retrouve pas, mais ça n'a pas d'importance, où il dit qu'on pourrait étriper des jansénistes et puis étrangler avec leurs boyaux les jésuites, etc. Enfin, des termes d'une grande tolérance, évidemment. Mais il est aussi, je dis aux conformistes d'aujourd'hui, il est aussi antisémite, parce qu'il fait un amalgame, que feront d'ailleurs après lui les nazis, entre les juifs et les chrétiens, ce qui est aussi une erreur, puisque il n'y a pas de judéo-christianisme, ce sont deux religions qui sont séparées. Voilà. Sinon, dites le contraire à un juif, vous verrez comment il réagira. Et il a des mots, je vais peut-être pas ils sont dans mon livre, mais je vais peut-être pas les dire parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas dans un pays libre, donc on ne sait jamais. Dans son parcours, il y a un épisode qui est très important, notamment pour son comment on peut dire, son initiation. Alors, il est probablement initié quand il va en Angleterre, tout à fait au début, où il fréquente d'ailleurs des jacobites, dont Bolingbroke, qui est un déiste, et puis aussi des hanovriens, parce que le pognon, il est dans les mains des hanovriens, donc il y a des intérêts. Et puis, dans son parcours, il y a deux épisodes très importants, après je ne vais pas être trop long. Le premier, c'est quand il est en Prusse. Voilà, c'est lui qui invente le mythe du grand Frédéric. Qui est toujours d'ailleurs aussi, il y a des mots de passe maçonniques où on répond vive le grand Frédéric. Bon. Ah bon. Oui, bien sûr, je connais ça. Bon. Quand qui est Frédéric d'abord? Il invente le despote écléré. Éclairé, ça veut dire qu'il a reçu la lumière, c'est-à-dire qu'il a reçu la lumière de Lucifer et au passage a été initié dans des loges maçonniques. C'est pas du tout un grand dirigeant. Alors c'est un malade mental, d'abord Frédéric. Ensuite, c'est un sodomite, et pour être bien avec lui, il faut lui fournir de la chair fraîche. Bon. Et Voltaire, d'ailleurs, a des propos homophobes. C'est-à-dire qu'après, il correspondra toujours avec Frédéric, y compris quand Frédéric sera en guerre contre la France. Ça prouve que, comme bon nationaliste, Voltaire se pose là, lui aussi. Et puis, il aura quelques formules. En fait, il le dénomme Luc, et il dit très finement à ses interlocuteurs qu'il suffirait de mettre le mot à l'envers, je ne le ferai pas. C'est exactement ça. Donc, quand il est en Prusse, il fréquente des adeptes du diable, des Rosecroix qui sont auprès de Frédéric. Et Frédéric, c'est une potiche. Ça a été une potiche, comme beaucoup de grands maîtres maçonniques sont des potiches, c'est pas eux qui agissent. En France, le duc d'Orléans, c'est une potiche. Voilà. Lui aussi un dépravé d'ailleurs. Et bon, il a de l'argent, et Frédéric le mettra à l'écart, mais même si, alors il y a des jalousies, je ne sais pas si je vous en parlerai, mais quand il est en Prusse, il s'oppose à Maupertuis, voilà, vous parlerez de ça. Et avec des propos invraisemblables, de méchanceté, voilà, et de bassesse. Voilà. Et pareil, quand il sera à Cirey, avec le personnel, il est odieux. Il traite le personnel, mais comme des chiens. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'épouvantable. Et je voulais dire, oui, en Prusse, il est en contact avec des futurs illuminés. Vous allez avoir des sectes d'illuminés. Alors, vous avez une franc-maçonnerie
qui monte les hauts grades d'un rite pseudo-écossais qui n'a rien d'écossais. Et dans ces hauts grades, on devient grand prince de grand machin chose, évidemment, et tout le monde va là-dedans. Et de ça va sortir des sectes d'illuminés à partir de 1760. Alors, j'ai un autre livre qui s'appelle La Révolution des Illuminés, qui suit ce siècle de ténèbres, qui est pour montrer comment ont été formés les sectes d'illuminés, et comment ces sectes, dans le fameux convent de Wilhelmsbad, que tous les écoliers connaissent, hein, puisque c'est ce convent qui décide de la Révolution française, donc c'est dans tous les livres d'histoire, hein, je fais toujours ça au 2e degré, mais ça devrait être dans les livres d'histoire, donc c'est décidé évidemment, et c'est pas le peuple qui fait la Révolution, évidemment, ce sont des mercenaires payés par l'Angleterre, etc. Et si vous voulez, quand il est en Prusse, il fréquente ceux qui vont être des illuminés. Et quand il devient après le patriarche de Ferney, hein, vous savez qu'il s'installe proche de la Suisse, etc. Il va à Genève d'abord. Alors il va à Genève, mais là aussi, il pense que le calvinisme est tolérant, mais comme il y a eu le fameux article Genève dans l'encyclopédie maçonnique, dirigée par un athée. Alors ça, je dis ça, Diderot, alors on dit qu'il est franc-maçon, qu'il ne l'est pas, il est peut-être Rose-Croix, il ne l'est pas, alors ça c'est toujours, il l'est pas, ça discute, mais la plupart des grands, en tout cas à la maçonnerie, dans l'encyclopédie, Helvétius, Condorcet, enfin, les grands noms, Duclos, qui a une influence considérable sur l'académie, etc., sont des francs-maçons, et il y a aussi la petite main, et de toute façon, c'est financé par la franc-maçonnerie. Alors je cite, quand je dis ça, moi je cite des dictionnaires maçonniques, c'est-à-dire que j'invente pas, d'une façon je ne sais pas, je cite le fameux Ligou, qui dit oui, la franc-maçonnerie a tout fait, voilà, dans l'encyclopédie. Et donc quand il est en Prusse, et après quand il est à Ferney, il reçoit des illuminés, et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez deux voies d'illuminés, ceux de la raison, ceux qui vont faire la déesse raison, et d'ailleurs massacrer des gens au nom de la raison, avec un grand R, qui ne peuvent pas détenir, et aussi ceux qui sont d'une secte qui s'appelle la stricte observance templière, qui est créée en Allemagne, mais qui vient en France, de même que les fameux illuminés de Bavière, grâce à un encyclopédiste franc-maçon qui s'appelle Willermoos, donc on connaît peu. Je ferai prochainement une conférence sur Willermoos, peut-être. Et si vous voulez, Voltaire, à Ferney, reçoit le duc de Brunswick, qui succède au baron de Hund. Alors Hund, c'est un fou furieux, hein. On vient l'initier à Paris, on lui fait croire chevalier au plumet rouge, on lui fait toute une mise en scène. Voilà. Ils sont des fous, mais ils ont une influence considérable parce que ce sont des instruments qui mènent vers la Révolution. Donc Voltaire reçoit à Brunswick, et pendant qu'il est à Ferney, il continue de correspondre avec le roi de Suède, qui est franc-maçon, avec les illuminés de Russie, etc. Il est au centre d'un complot. Et ce complot va se terminer à la fin de sa vie, on va avoir en fait la clé. C'est que il est initié, officiellement cette fois-ci, c'est aussi dans les dictionnaires, en 78, c'est donc à la veille de sa mort, hein, il va mourir dans les bras du diable. Il est initié, alors vous savez que le Grand Orient est créé dans les années 72, avec la Potiche Orléans, etc. Et puis, il est initié dans la fameuse loge des Neuf Sœurs, qui va être au centre de la Révolution dite française. Et il est initié en 1778, on lui en met le tablier, des Helvétius, qu'importe. Il y a Franklin, hein, qui vient, qui est un personnage aussi un illuminé, tout ça, c'est dans les livres. Et, chose très importante, parce que c'est aussi dans les dictionnaires, on ne lui met pas le bandeau. Ça veut dire qu'il a déjà reçu la lumière, hein, lumière entre guillemets, auparavant. Donc on n'a pas la date de l'initiation de Voltaire, mais tout ce qu'il écrit, alors je ne vais pas ici dire tout le mal que j'ai pu écrire dans mon livre, hein, sur l'essai sur les mœurs, sur les questions métaphysiques, tous les livres de Voltaire, c'est à mettre à la poubelle. Mais malheureusement, c'est le conformisme d'aujourd'hui. Toutes les âneries philosophiques, historiques, tous les mensonges historiques. Ah oui, il est contre Constantinople, hein, parce que Constantinople a descendu le christianisme. Il est contre les chrétiens. Il trouve très bien que les chrétiens aient été martyrisés, etc. Il trouve que si l'islam venait, ce serait très bien. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est dans Voltaire. Donc il finit sans le bandeau, donc il avait déjà reçu la lumière. Il est l'ancêtre des droits de l'homme, j'insiste, et il est le premier à rentrer au Panthéon. Ça aussi, c'est actualité. Donc, c'est un adepte. Alors, il est premier à y rester, en vérité. Parce que Mirabeau y est rentré, puis on l'a ressorti. Il y en a plusieurs qui sont ressortis. Voilà. Mais bon, il est le premier à y rester. Le deuxième qui va y rentrer après, c'est Rousseau, hein, qui est aussi l'imposteur du cœur et qui est aussi l'ancêtre du socialisme. Donc, nous le vivons. Hein. Nous vivons, malheureusement,
la victoire de Voltaire et de Rousseau. Et donc il est au Panthéon, et depuis le Panthéon est l'antichambre de l'enfer. Donc toutes les personnes, hommes et femmes, malheureusement pour elles, qui sont maintenant au Panthéon, c'est l'antichambre de l'enfer. Donc ils vont en enfer. Donc moi je ne veux pas que nos Français vivent l'enfer politique, puisqu'ils risquent de vivre l'enfer politique. Et la seule façon, à mon avis, pour qu'ils ne vivent pas l'enfer politique, c'est qu'ils reconsidèrent qu'il faut sortir la pensée de l'enfer, là où Voltaire et d'autres, évidemment, il n'est pas le seul coupable, dont Erasme, Descartes sont aussi coupables que lui, ont mis notre pensée, notre âme, notre cerveau. Donc il faut reconsidérer la réalité religieuse. Tout est religieux et tout n'est pas politique. Le politique est tierce par rapport au religieux. Et il n'y a pas d'exception dans l'histoire. C'est-à-dire, dans les civilisations païennes, vous aviez une religion païenne, une philosophie païenne, un politique païen. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, soit la France redevient catholique, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, soit la France disparaîtra. C'est pour ça que je conclurai de la même façon. Alors, à tous ceux qui y croient et à futur, j'espère, participer à des conversions, ça peut arriver par l'intelligence. En tout cas, moi et d'autres, nous sommes des croisés. Donc je vous remercie, je me considère comme un croisé, et j'invite tout le monde à reconsidérer l'intelligence du christianisme. Je vous remercie, et cher Marion, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci, c'est brillant. Je suis très émue de passer après vous. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire sur Voltaire, c'est un certain nombre... Alors, ça va éclairer, ça va tout à fait dans le même sens, mais je vais le faire par des anecdotes de sa vie. Pour lire alors les anecdotes de sa vie, on m'a reproché à l'issue de mon livre qui s'appelle Voltaire, une imposture au service des puissants, que je viens de rééditer chez Book Édition. On m'a reproché dans un truc extrêmement virulent d'avoir travaillé sur Voltaire avec des biographes complètement dépassés. Non, j'ai pas travaillé avec des biographes dépassés, j'ai travaillé avec Voltaire. C'est-à-dire que j'ai fait un livre sur Voltaire à partir de Voltaire. J'ai sur mon ordinateur Voltaire intégral. J'ai absolument tout Voltaire sur mon ordinateur. Donc quand je cherche un mot-clé, par exemple, qu'est-ce que Voltaire a pu dire sur Tartampion, je fais Tartampion dans mon moteur de recherche sur Voltaire et je vais trouver tous les Tartampions. C'est une boutade, mais vous avez compris. Alors, je voudrais vous dire sur Voltaire, modèle et idole de la République, qu'il y a un certain nombre de poncifs qui circulent sur lui, que par exemple qu'il fut un ami de l'humanité, un ami de la tolérance, un ami de la raison, et de la liberté d'expression. Je vais vous raconter quelques anecdotes de sa vie qu'on trouve dans ses écrits, qui va vous faire comprendre qui était véritablement Voltaire. En 1739, il avait 45 ans. Il a cherché à faire brûler par le Parlement un libelle violent dirigé contre lui. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui aimaient bien ce fiche de lui, un certain abbé Desfontaines, qui avait signé un texte qui s'appelait la Voltairomanie. Il a essayé d'obtenir que ce texte soit brûlé des mains du bourreau, comme on faisait des textes blasphématoires, enfin sur lesquels le Parlement s'érigeait en donneur de leçons, ce qui n'était pas toujours, ce qui n'a certainement pas habilité à faire. Je veux dire, faire brûler par le Parlement, c'est véritablement rechercher la main de l'autorité supérieure pour une simple, pour un délit de lui avoir déplu, Il y avait rien d'autre. Alors il n'a pas réussi. Le Parlement ne l'a pas suivi, mais en tout cas, le Parlement a gardé trace de sa demande. En 1746, il avait 52 ans. Alors pourquoi je vous rajoute l'âge? Parce que moi, je ne prends pas le jeune Voltaire trop jeune pour. Là, à 45 ans, vous avez 52 ans, vous êtes un homme fait, vous avez accumulé la sagesse, toute la sagesse possible. C'est là qu'il va s'exprimer, qu'il va montrer sa véritable âme, son être le plus incontestable. Il avait 52 ans quand il a été élu à l'Académie française. Or, au même moment, des vers moqueurs et un libelle ont circulé sur lui. C'était chose courante, hein. C'était le Paris de l'époque. Dès que quelqu'un avait un petit éclat qui sortait du commun, il y avait des gens pour se ficher de lui. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne politique. Je dis pas qu'il faut traîner les gens dans la boue, mais je veux dire l'ironie. Après tout, pourquoi pas, hein. Ça permet aux grands de ce monde de revenir à leur place. Donc c'était absolument chose courante que des vers moqueurs soient écrits sur tel ou tel. Et lui, il venait d'être élu à l'Académie française. Et une chose à savoir, c'est que les libraires et les colporteurs travaillaient souvent sans autorisation, mais avec la tolérance des autorités. C'est-à-dire que tout écrit devait passer par un comité de censure. Voilà, la censure, c'était ce qu'on appelait la librairie. Tout ce qui était
imprimé devait avoir reçu un aval d'une commission ou d'un censeur qui disait, voilà, ça n'est pas contraire ni à la religion, ni aux bonnes mœurs, ni à la sécurité, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les libraires et les colporteurs travaillaient souvent sans cette autorisation, et l'autorité, elle regardait ailleurs. Ça veut dire que tout ce qui était écrit ne passait pas par la censure. Ça aurait dû, mais ça ne passait pas par la censure. Or, en cas de plainte, les autorités étaient obligées de poursuivre. Et ça, Voltaire le savait. C'est-à-dire que des trucs qui se racontaient sur lui et qui faisaient rigoler dans les chaumières, s'il ne déposait pas plainte, ça pouvait continuer, mais s'il déposait plainte, à ce moment-là, l'autorité intervenait. Eh bien, figurez-vous que Voltaire s'est déchaîné alors qu'il venait d'être élu pour lui, à l'honneur suprême. Hein. Il n'y avait pas au-dessus pour lui. Hein. L'Académie française, c'était vraiment le monde auquel il aspirait, auquel il rêvait. Donc, le soir même de son triomphe à l'Académie française, le soir même où il a été élu, il a été chez un commissaire de quartier, un commissaire au Châtelet, préparer la perquisition du lendemain matin. Pendant des jours et des jours, à la tête d'escouades d'archers qu'il dirigeait lui-même, il a fait saisir chez les uns et chez les autres tout ce qui pouvait porter la trace d'une atteinte à son honneur bafoué. Et j'aime autant vous dire qu'il y en avait chez les libraires des trucs où on se fichait de lui. Tout le monde se fichait de lui. Tout le monde se fichait de lui, parce qu'il était grandiloquent, il faisait des pièces de théâtre absolument grotesques. Alors je vais vous raconter une anecdote, excusez-moi, je sors de ce que j'avais prévu, mais il y a une anecdote qu'il faut absolument raconter. Il faisait des tragédies, et il était incapable de faire des tragédies. Il aurait dû faire des pièces comiques, ça aurait certainement mieux marché. Et il y a une tirade qui se termine par « Es-tu content, Coucy ?» Le duc de Coucy ou le comte de Coucy, je ne sais pas trop quoi. Et il y a un plaisantin dans la salle qui sort Coucy, Coussa, et tout le monde se marre, et tout le monde rigole. Et là, évidemment, la pièce continue, mais plus personne n'écoute. Enfin, il avait des avanies comme ça, permanentes sur ses faux succès littéraires. Et alors, il y avait des trucs anti-Voltaire absolument partout. Et il a dirigé les archers chez les uns et chez les autres pour faire tout saisir. Écoutez bien. Il a pénétré avec les archers chez un certain Méraud, qui était sur son lit de mort. Le gars était pas encore entré en agonie, mais il n'y en avait plus pour longtemps, il ne se relèverait pas. Il a été autorisé par Voltaire, donc par les archers, à rester au lit pendant qu'on retournait tous ses papiers. On a trouvé une feuille portant les mots « Monsieur de Voltaire se répand en invective », ça y est, on le tenait, et hop, on a tout saisi. Il a été autorisé à rester au lit, il est mort quelque temps après. On met la main sur un certain Félizeau, qui lui était en possession de centaines d'exemplaires de pièces satiriques contre Voltaire. Eh bien, Félizeau a été immédiatement arrêté et envoyé à Bicêtre. Bicêtre, c'est la prison infamante. Bicêtre est pour les hommes ce que la salpêtrière est pour les femmes. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Il y a un mot qui est anachronique, mais que vous allez comprendre, c'est concentrationnaire. Être enfermé à Bicêtre, c'est l'horreur. Donc, à partir des aveux que Félizeau a bien été obligé de faire, ben oui, vous avez avec qui vous rendez-vous ça? Enfin bon, Félizeau, il passe à table, hein, il n'a plus le choix. On remonte chez les uns et les autres, et chaque saisie en amène d'autres. C'est-à-dire qu'on en tient un, puis après on va en arrêter un autre, et encore un autre, et encore un autre. Voltaire marchait de boutique en boutique comme un furieux, faisait incarcérer les colporteurs, les revendeurs et les libraires. Le libraire, c'est celui qui imprime, le colporteur, c'est celui qui distribue. Et les revendeurs, c'est ceux qui revendent ce qui a été distribué. Il fait arrêter tout le monde, dont un petit domestique de 12 ans qu'on envoie à Bicêtre. Il a 12 ans, mais il est coupable, d'accord? On a envoyé en prison 2 veuves, dont l'une avec son fils et son gendre. Madame de Graffigny, auteur de l'époque, écrit « Revoilà toujours ce héros dans la boue. Il est trop ridicule de prétendre que lui seul ne sera pas chansonné quand les plus grands rois et les plus grands hommes l'ont été de tout temps. » C'est ça, Voltaire. On peut rire de tout le monde, mais pas de lui, parce qu'il ne supporte pas. Il a tenté vainement de faire condamner Félizeau aux galères. Aux galères. La police du temps avait la dent moins dure que lui. C'est-à-dire que la police a dit non, on n'enverra pas Félizeau aux galères, mais lui, il a essayé de le faire envoyer aux galères. Vous imaginez ce que c'est les galères? On ne va pas s'étendre là-dessus, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Les galères, c'est l'horreur. Même la galère à terre, hein, c'est vraiment épouvantable. Il a sollicité une lettre de cachet contre un poète appelé Roy, qu'il a accusé d'avoir injurié Richelieu. C'est-à-dire qu'il accuse Roy d'avoir dit, etc. Et sur l'accusation, il essaye d'obtenir une lettre de cachet. Alors la lettre de cachet, c'est une incarcération sans jugement. Ça ne veut pas dire sans réflexion. Ce n'est pas une incarcération automatique. Mais c'est une incarcération qui peut se faire sans jugement. Bon,
Je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Que dit Madame de Graffigny? La désolation est dans la librairie. Il y a tous les jours de nouveaux arrêtés. À présent, ils sont 24 ou 25. C'est une inquisition qui révolte tout Paris, qui ferme toutes ses presses. On ne peut plus écrire dans Paris depuis que M. de Voltaire a été élu à l'Académie et qu'il a décidé de se venger de tous les gens qui se moquent de lui. Je continue la citation de Madame de Graffigny. C'est une chose affreuse que les continuelles persécutions de Voltaire contre la librairie et la haine et le mépris que cela lui attire, lui, apôtre de la liberté. Il y a déjà 5 ou 6 familles ruinées de ceux qui sont toujours en prison. Il montre toute l'infamie de son âme que j'ai tant cherché à excuser. C'est un monstre. Voilà pour Madame de Graffigny, qui l'a connue de très près parce qu'elle a séjourné chez lui à Ferney. Les incarcérations et les amendes pleuvent. La femme de Félizeau supplie qu'on lui rende son mari et le père de ses enfants. Il y a une famille à nourrir. Non, galère. Madame de Graffigny, toujours. Il ruine de malheureux auteurs qu'un roman fait vivre et de malheureux libraires dont les enfants demandent l'aumône. Et savez-vous ce que risque un enfant qui demande l'aumône? L'incarcération à l'hôpital général, puisque la mendicité est désormais interdite et punie de l'incarcération à l'hôpital général. Et c'est là que mènent les perquisitions dirigées par Voltaire. En octobre 1748, il a 54 ans, il essaye de faire interdire une parodie d'une de ses tragédies qui a fait un flop. Alors, vous avez compris le truc, la tragédie fait un flop, donc il veut en interdire la parodie. Écoutez ce qu'il écrit. Il écrit auprès du lieutenant général de police que sa dignité de gentilhomme de la chambre du roi le pousse à écrire. C'est-à-dire, c'est parce qu'il est gentilhomme de la chambre du roi qu'il demande qu'on interdise cette parodie. Il essaye, même auprès de la reine en personne, il lui écrit « Daignez considérer, madame, que je suis domestique du roi et par conséquent le vôtre. » Nouvel échec. C'est-à-dire que, majesté, on dit du mal de moi, donc on dit du mal de vous. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Enfin, il s'adresse au premier gentilhomme de la chambre, le duc de Fleury. Bonne pioche, la pièce est interdite. Bravo, bravo, monsieur de Voltaire. Il a réussi une fois, 2 fois, ça ne marchait pas. La 3e, c'est la bonne. On interdit la pièce. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas qu'on se moque de lui. Maintenant, je vais vous raconter son combat contre Baumel et quelques écrivains. Laurent Angliviel de la Baumel était un homme de lettres, un homme de lettres, on disait comme ça à l'époque, un écrivain, qui déplut à Voltaire de 2 manières. Il a critiqué son livre qui s'appelle « Le siècle de Louis XIV ». La Baumel était protestant et Voltaire n'avait pas la même vision que la Baumel de la révocation de l'édit de Nantes. Voilà. Donc, dans son siècle de Louis XIV, Voltaire dit tout le bien qu'il pense de Louis XIV et la Baumel qui est protestant, il ne pense pas la même chose. Donc, il s'est permis une critique. Hein? Je croyais que la critique, c'était le b.a.-ba de la liberté d'expression. Alors, il écrit... À propos, la Baumel écrit à propos de Berlin où Voltaire était l'invité du roi. Alors, Voltaire, il avait ses entrées, enfin, il était à la table du roi tous les soirs et tout le monde se précipitait pour l'écouter gloser. Et la Baumel a écrit « Le roi de Prusse comble de bienfaits, les hommes à talent, précisément par les mêmes raisons qui poussent d'autres princes à combler de bienfaits un bouffon ou un nain. » Bon, la critique est sévère. On a le droit ou on n'a pas le droit? On a le droit ou on n'a pas le droit? C'est-à-dire qu'en fait, il considère que Frédéric de Prusse fait venir Voltaire comme on fait venir un bouffon. Et Frédéric lui-même avait écrit « C'est bien payer un fou, jamais bouffon de grand seigneur n'eut de pareil gage. » Donc, c'est bien Frédéric le Ier qui dit qu'il considère Voltaire comme son bouffon. Eh bien, Voltaire va se venger de cette phrase de la Baumel pendant 25 ans. Et il ne va jamais lâcher. Il a fait circuler la fausse information que Baumel accusait le régent d'être un empoisonneur. C'est-à-dire Voltaire dit « La Baumel, il a dit que le régent avait empoisonné les enfants de Louis XIV. » C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas grave. Il n'y a qu'à le faire croire, peu importe, vrai ou pas. Il est absent de Paris à ce moment-là et il fait obtenir par Madame Denis, sa nièce et maîtresse. Alors, Voltaire couchait avec la fille de sa sœur, pas une fois en passant comme ça, pendant 30 ans à peu près, je crois. Hein. Il a couché avec la fille de sa sœur. C'est son sang. Hein. Ça s'appelle une relation incestueuse. Alors, je ne m'y connais pas. Alors, il a fait obtenir par Madame Denis, puisqu'il n'était pas à Paris, une lettre de cachet de d'Argenson. Alors, d'Argenson, il était ministre et il avait comme caractéristique d'avoir usé ses fonds de culotte dans la même classe que Voltaire. Voltaire a connu plusieurs ministres et plusieurs princes avec lesquels il a usé ses fonds de culotte au futur lycée Louis le Grand.
Donc, il a obtenu une lettre de cachet pour faire enfermer la Baumelle 6 mois à la Bastille, pour avoir écrit des choses qu'il n'a jamais écrites. Peu importe. On ment et on fait arrêter le gars. Il avait 59 ans et la Baumelle en avait 26. Vous imaginez, il y a le poids du carnet d'adresse, de l'âge, de la notoriété. Il a 1000 grappins sur la Baumelle en disant « je me vengerai de ce type ». Enfin, il ne l'a pas dit, mais il l'a fait pour se venger de ce malheureux garçon. La Baumelle écrit de la Bastille « J'y meurs à chaque instant, je me vois opprimé par Monsieur de Voltaire, je vois ma fortune manquer, je suis dans la plus affreuse désolation, je ne sais pas quel est mon crime, à moins que Monsieur de Voltaire n'ait le crédit de m'en faire un d'être innocent. » C'est-à-dire que Voltaire a bien fait arrêter et enfermer la Baumelle pour quelque chose qu'il n'a pas dites. Quand il sort de prison, la Baumelle subit une perquisition à son domicile et Malesherbes, alors le grand Malesherbes, il n'était pas grand à cette époque-là, on va le dire comme ça, Malesherbes lui a interdit de publier sa défense contre Voltaire. Et Malesherbes, c'était lui le directeur de la librairie. C'est-à-dire que Malesherbes s'est mis avec Voltaire contre la Baumelle, à qui il a interdit de publier sa défense, alors que Voltaire l'avait abominablement calomnié, diffamé. Il va obtenir un deuxième embastillement, parce qu'il est vraiment très fort. Il écrit à Madame de Pompadour et à Richelieu. Alors Richelieu, le Richelieu du siècle, c'est le maréchal-duc de Richelieu, arrière-petit-neveu de l'autre. Alors le jour et la nuit, hein. Le jour et la nuit, le grand Richelieu austère et celui-là, oh bon. Donc le Richelieu du siècle, il écrit donc à la Pompadour et à Richelieu que la Baumelle a écrit un vomissement d'horribles calomnies sur toutes les familles royales d'Europe. Ce qui n'est pas vrai de nouveau. Donc il écrit des lettres diffamatoires sur un malheureux garçon à la Pompadour, Cotillon Ier, hein, Cotillon Ier, la maîtresse du roi, et Richelieu qui était du premier cercle des intimes du roi. Le 26 juin 1756, il écrit « On a mis au pilori des hommes bien moins coupables ». Alors, je répète, il n'est pas coupable, mais Voltaire fait croire qu'il l'est. Le 16 juillet, d'aucuns trouvent assez étrange que cet homme soit tranquille à Paris et que je n'y sois pas. Parce que Voltaire, il a intérêt à plus remettre les pieds à Paris. Hein. On se moque trop de lui, tant qu'il n'y va pas. Et il estime anormal que la Baumelle ait le droit d'être à Paris alors que lui n'y est pas. Pour quelque chose qu'il n'a ni dit ni écrit. Voltaire est totalement innocent de cette calomnie-là. La Baumelle va être incarcérée 14 mois d'août 1756 à octobre 1757 par le fait de Voltaire sur la foi de ses mensonges. Il s'en justifie, il dit « Ce La Baumelle est un énergumène du Languedoc, un esprit indomptable qu'il a fallu écraser. » Alors là, c'est quand même, il a fallu l'écraser. Bravo, bravo. Monsieur de Voltaire, là, vous êtes dans toute votre personnalité. Voilà, le vrai Voltaire est là. Il a fallu l'écraser, je l'ai fait. Merci, merci, monsieur de Voltaire. À sa sortie, La Baumelle est meurtrie, ruinée et malade et exilée. On l'exile. Désormais, s'il commet le moindre faux pas, ce sera l'incarcération perpétuelle. Il est donc réduit au silence. Sa lettre d'exil sera levée 12 ans plus tard, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et que Voltaire avait le crédit de faire croire qu'il l'avait fait. Voltaire écrit sur la Baumelle « Les La Baumelle et les insectes de cette espèce pourraient nous faire prendre le genre humain en haine. » C'est-à-dire qu'avant la Baumelle, il y avait le genre humain en amour, vous voyez ce que je veux dire ? Ce petit huguenot qui a été apprenti prédicant à Genève. C'est-à-dire qu'il assure que La Baumelle, qui était protestant, a voulu être pasteur à Genève. Ce qui, pour un Français, n'est plus permis depuis la révocation de l'édit de Nantes. Il n'y a plus de protestants en France, officiellement j'entends. Mais c'est encore faux. C'est encore faux. C'est encore de la diffamation. Il dit « C'était un chien enragé qu'on ne pouvait plus laisser dans les rues. » Il est très bien à la Bastille pour quelques impostures punissables. Il est en un lieu où il doit se repentir. Se repentir de quoi, au juste? De ce qu'il n'a pas dit? C'est effrayant. Et un jour, la Baumelle est élargie et il écrit « Dites-moi, je vous prie, s'il est vrai que ce misérable La Baumelle soit sorti de la Bastille. » Après 14 mois, il est indigné qu'il en sorte. Ces abominables libelles sont dignes de la potence. La potence, ils réclament la peine de mort contre les La Baumelle.
Puissent les jeunes fous qui seraient tentés de suivre de tels exemples et qui, sans talent et sans science, ont la rage d'écrire, sentir à quoi une telle frénésie les expose. À bon entendeur, salut. Ceux qui veulent écrire sans l'aval de Voltaire, voilà ce qu'ils risquent. Dans le même temps, un autre jeune homme qui s'appelle Clément publiera en 1771 des observations critiques contre quelques célébrités du monde des lettres, dont Voltaire. Ah ben il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû, le malheureux. Voltaire le traite de petit gredin de la littérature, de misérable, de scorpion maroufle, de petit serpent de Dijon, de petit canaille de la littérature. Voilà pour ceux qui écrivent sur lui. Celui qui écrase un scorpion dont il est mordu. Si, il aurait fallu donner quelques leçons. Voilà, scorpion, ça mord pas. N'a aucun reproche à se faire. Il y a du plaisir et de la justice à punir les méchants. Vous avez compris ce que c'est que les méchants? Je crois qu'il ne serait pas mal qu'il fît 2 ans de noviciat à Bicêtre. À Bicêtre. Je vous ai dit concentrationnaire. Bicêtre, c'est pas la Bastille. On a des égards pour les prisonniers de la Bastille. Il n'y en a pas pour les prisonniers de Bicêtre. Ça, c'est clair et net. C'est le jour et la nuit. La critique est permise, sans doute, mais la critique injuste mérite un châtiment. Voilà. Et monsieur continue de donner des leçons. Et tous les voltairolâtres prennent ces leçons en disant « Regardez comme il a bien défendu ceci, cela ». Il faut quand même savoir non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Revoilà la Baumelle, en 1767, après la réhabilitation de Calas dont il tire gloire. Alors, 2 mots, une phrase sur Jean Calas qui a fait la gloire de Voltaire. Jean Calas a été roué vif à Toulouse pour avoir assassiné son fils. Voltaire a fait croire, pour avoir étranglé son fils. Voltaire a fait croire à la terre entière que Calas a été injustement exécuté. J'ai mis le nez dans le dossier. Calas était coupable. Point. Et il a donc été exécuté en bonne et due forme après avoir reçu toutes les garanties du droit de l'époque. Mais Voltaire a fait croire l'inverse, il a fait croire qu'il avait été injustement accusé, il en a fait une affaire religieuse qui n'était qu'un drame familial interne. Donc la Baumelle était proche de la famille Calas. Donc, en 67, après la réhabilitation de Calas, dont il a tiré toute sa gloire, Voltaire apprend que la Baumelle a repris sa plume pour commenter une de ses œuvres. Donc là, on pourrait croire que la Baumelle se trouve dans le même camp que lui. Erreur. Voltaire écrit au prince de Condé, au comte de Saint-Florentin, au maréchal-duc de Richelieu pour dénoncer ce petit huguenot, autrefois réfugié, confiné actuellement en Languedoc, sa patrie, et entre parenthèses, il fut enfermé à Bicêtre où il devrait être encore. Depuis 10 ans, il aurait voulu qu'il soit resté, alors non pas à Bicêtre, mais à la Bastille, depuis 10 ans. Et quand il dit à Bicêtre, c'est pour dire qu'il a subi une peine infamante. La Bastille n'est pas infamante, elle vous prive de liberté, mais c'est pas une infamie, alors que Bicêtre est infamant. Donc il ment, il en rajoute encore dans le mensonge, en disant, il est à Bicêtre, il a été à Bicêtre, il devrait y être encore depuis 10 ans. Et c'est de la calomnie. Il falsifie sans vergogne les écrits de la Baumelle. Il invente des calomnies contre Louis XIV et Madame de Maintenon en disant « c'est lui qui l'a écrit ». Et il raconte ça à tout le monde. Et l'autre, vous avez compris, n'a pas le droit de se défendre. Il invente que la Baumelle a été aux galères pour vol et indélicatesse chez une duchesse. Et il le dénonce pour 95 lettres anonymes écrites contre lui. La Baumelle hurle, il dit « mais j'ai jamais fait ça !» Mais c'est pas vrai! Il y a une descente de police chez la Baumelle pour retrouver les écrits en question. Et la Baumelle, là, il écrit au ministre. Et je vous jure, monseigneur, que de mes jours, je ne lui en ai écrit ni songé à écrire une seule. On ne va point dire des injures à l'oreille d'un tel calomniateur. Avec quelle pudeur hostile implorer l'autorité contre moi pour des injures que je ne lui ai point faites, tandis qu'il se fait lui-même justice de ses prétendues injures par des libelles imprimées. Il a le droit de tout imprimer, de tout calomnier, de tout raconter, face à des gens à qui il retire, et il a le crédit auprès des puissants pour faire retirer un centième, un millième du même droit. Il est effroyable. Donc Voltaire dénonce ces prétendues lettres anonymes au juge et au curé de chez la Baumelle. Il a trouvé où habite la Baumelle, il écrit au curé de la paroisse en disant « il a écrit ça, vous ne devriez pas... » Mais c'est effrayant. L'épouse de la Baumelle écrit pour rétablir la vérité et demander la paix. Elle lui écrit à Voltaire « Est-il possible qu'à votre âge, il a 73 ans, vous ne puissiez vous résoudre à jouir de votre gloire et à laisser jouir les autres de leur obscurité ?» Elle essaye de le calmer. Il n'y a pas moyen, il ne veut pas se calmer.
Voltaire lui répond, il a naguère mérité un châtiment plus terrible que la Bastille ou que Bicêtre pour avoir insulté Louis XIV, le duc d'Orléans, le régent et tous les ministres, et en ajoutant, on paye cher longtemps des emportements d'une jeunesse effrénée. Mais tout cela est faux. Tout cela est faux. Alors quand on dit que Voltaire se trompe, il ne se trompe jamais. C'est nous qui le trompons. Voltaire ne s'est jamais trompé. C'est nous qui l'a trompé. Il a utilisé une duchesse à qui il a raconté, la duchesse, attendez, voilà, la duchesse dont il s'est servi pour accabler sa victime le disculpe. Alors où est-ce que j'ai parlé? Voilà. Il invente qu'il a été aux galères pour un indélicatesse chez une duchesse. Alors il écrit à la duchesse en question, voilà. Il écrit à la duchesse en question, dont il s'est servi pour accabler sa victime, qui le disculpe. La duchesse dit non, attendez, c'est pas vrai. Il a jamais fait ça chez moi, c'est pas vrai. J'ai jamais porté plainte contre lui. Moi, je n'ai rien contre ce monsieur. Donc, la duchesse lui écrit que tout ça c'est faux, qu'elle a absolument rien contre la Baumelle, et elle reproche à Voltaire sa querelle. Savez-vous ce que Voltaire répond à la duchesse en question? Voudriez-vous que j'oubliasse parce que vous lui pardonnez? Je ne le puis, madame. La vérité ne pardonne point. Et il ajoute, voudriez-vous ravir au particulier le droit de se défendre? Lui a le droit de se défendre, mais la duchesse, elle pardonne pas, elle disculpe. Eh bien, il n'entend pas. Je suis très tolérant, mais je ne le suis pas pour les calomniateurs. Vous vous rendez compte ce que c'était que l'enfer d'avoir croisé un gars comme ça dans la vie? C'est effroyable. C'est effroyable. C'est une petite partie ce qu'on a reproché à Voltaire. C'est une toute petite partie. Ça doit faire, je ne sais pas, un chapitre de mon livre qui en compte 15. Alors, je ne l'ai pas là ici, mais si, on va le montrer. Voltaire, une imposture au service des puissants. Alors, j'ai appelé mon livre « Une imposture et pas un imposteur » parce que l'imposteur, c'est pas Voltaire. Voltaire, il est comme il est. Les imposteurs, ce sont les gens qui ont fait croire qu'il n'était pas ce qu'il était. Ça, c'est vraiment... tous les gens qui reprennent Voltaire sans aller chercher ce qu'il y a derrière, ce sont vraiment des imposteurs. Donc lui, c'est l'imposture. Les imposteurs, ce sont les gens qui refusent qu'on sache la vérité sur lui. Le malheureux Baumelle était tétanisé de peur et il a terminé ses jours dans la crainte de cliquetis des clés de gens qui venaient le chercher. La même année de 1767, Voltaire a publié une pièce qui s'appelle L'Ingénu, qui dénonce, tenez-vous bien, l'incarcération sans procès, les lettres de cachet et les horribles séjours qu'on impose à la Bastille à des innocents qu'on n'a pas entendus. C'est pas beau ça, mais c'est diabolique. C'est diabolique. Il fait une pièce pour dénoncer ses propres atrocités, les propres atrocités qu'il a commises contre les autres, en faisant croire que, bien sûr, c'est lui la victime. La main sur le cœur, il dira « Mon cœur et mon esprit ont toujours sacrifié à ce que j'ai cru la vérité. » Voltaire, c'était pas un menteur, c'était un mensonge. Il ne savait pas dire la vérité. Si je crois que quand il pleuvait, il pouvait dire qu'il pleuvait. Quand il pleuvait et qu'il disait qu'il pleut, il pouvait dire ça sortait pas de là, ça sortait pas de là. Dans son dictionnaire philosophique, alors le dictionnaire philosophique de Voltaire, c'est une mini-encyclopédie. Vous savez, l'encyclopédie, c'est le gros dictionnaire, et le dictionnaire philosophique, c'est le mini-dictionnaire. Il y a A, B, C, D, etc. Puis il raconte ses prises de position et son esprit, son combat, etc., etc. Et à l'article persécuteur, voilà ce qu'il écrit. C'est celui dont l'orgueil blessé et le fanatisme en fureur irritent le prince ou les magistrats contre des hommes innocents qui n'ont d'autre crime que de n'être pas de son avis. Alors, plus duplice, je sais pas. Bon, je vais arrêter en vous donnant une citation de lui. Je ne veux pas vous dire où elle est, mais si vous cherchez, si ça vous intéresse, je peux vous la trouver. Tout est retrouvable dans Voltaire intégral. Il écrit « Nous avions besoin autrefois qu'on encourageât la littérature. Aujourd'hui, il faut avouer que nous avons besoin qu'on la réprime. » Eh bien, c'est ça, le Voltaire des Lumières. Tout à fait. Je ne connaissais pas cette affaire particulière. Voilà. L'affaire à Baumelle, c'est insoutenable. Mais bon, là, en plus, il défend un protestant. C'est pas d'habitude. Il attaquait plutôt les catholiques d'habitude, mais ça, c'est pas grave. C'est un exemple. Juste des petites anecdotes. Mais quand il a le droit de dire « il pleut », il pleut, c'est un mot code maçonnique. Ah bon? C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en présence de non-maçons, vous dites « tiens, il pleut ».
Ça veut dire attention à ce qu'on va dire, parce qu'il y a des oreilles. Vous en savez qui des écoutent. trucs. Ah ben vous. je sais beaucoup de choses, madame. Alors moi, Marion. je me suis jamais Donc, j'ai jamais approché la Donc, ça m'a franc-maçonnerie amusé d'assez quand vous près. avez dit ça. Saint-Florentin, évidemment initié par les services secrets anglais. Voltaire, très ami avec Lord Chesterfield. Lord Chesterfield, c'est celui qui initie les puissants dans l'Europe entière, y compris en France, y compris Montesquieu, qui est un agent secret de l'Angleterre, etc. Et donc, tout ça, évidemment, la Pompadour, qui a un rôle très néfaste, hein, elle est odieuse, elle est odieuse. C'est une catin, hein, qui a été programmée, qui est intelligente, évidemment, programmée par des banquiers. Hein, et d'ailleurs, Voltaire, lui aussi, il a escroqué de l'argent. Hein, il a des procès avec des banquiers. Il travaille beaucoup avec des banquiers, dont Tronchin, etc. Mais il faudrait dire d'abord à qui il n'a pas escroqué, ça irait plus vite. Voilà, mais il y a aussi, et alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'il a eu des prêts faits par des banquiers d'une certaine confession et qu'il ne les a pas remboursés. Donc ça, c'est juste dans les anecdotes. Ça, j'ai mis ça en note. Donc la Pompadour, très néfaste. Malesherbes, oui, c'est un personnage très ambigu. Très ambigu. Très ambigu. Il a été grandiose à la Révolution. Qui a protégé, voilà, qui a eu le courage après, mais qui a protégé l'encyclopédie. Hein. C'est d'Argenson et Malesherbes. Et d'Argenson, lui, c'est un cartésien, hein, c'est un philosophe, déjà, parce que c'est très important de resituer ça. L'encyclopédie, elle reprend les raisonnements de Descartes. Et Descartes est à l'origine de toutes les erreurs de la philosophie, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, qui a fait perdre la raison et non pas l'accorder. Et donc Saint-Florentin, qui est un personnage redoutable de l'ombre et de Londres aussi d'ailleurs, et il est lui aussi franc-maçon. Donc en fait, en dehors du fait, moi ce que j'ajoute dans mon livre, c'est ceux qui appartiennent ou pas à la franc-maçonnerie. Alors pour Malesherbes, c'est discutable, voilà. Donc je dis peut-être, peut-être pas. Voilà. Mais tout ce que vous avez dit sur cette affaire est très symptomatique. Toute l'attitude de Voltaire, bon, il a empêché aussi des gens d'être élus à l'Académie française. Bah oui, le président de Brosse, qui est un personnage absolument magnifique. Le président de Brosse, c'est une merveille. C'est un personnage odieux. Et est-ce qu'un personnage odieux peut défendre des idées vraies ? Alors c'est possible, mais c'est quand même contradictoire. Non, mais un personnage qui ment tout le temps ne peut pas défendre la vérité. Voilà. Et en fait, c'est un menteur professionnel. Il n'a jamais rien dit de vrai. Il n'a jamais rien dit de vrai. Et le prince du mensonge, c'est le diable. Voilà. C'est très clair. Donc il y a une inversion de la vérité sur Voltaire, comme il y a une inversion, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le langage qui nous est imposé aujourd'hui. Donc pour moi, l'important, c'est de libérer nos esprits. Donc votre livre sur Voltaire participe à la libération de la destruction du mythe Voltaire, plus sur sa vie privée, moi c'est plus sur sa vie politique, mais c'est le même principe. Donc voilà, et merci d'avoir fait avec moi cette conférence, c'est la première fois, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais je ne demande pas mieux, j'ai beaucoup de choses à dire sur les Lumières. Vous êtes-vous intéressé au réseau pédocriminel de l'Ancien Régime? J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'y connais rien. Beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai des noms.